Bé, bona tarda a tothom. Bonjour à tous et à toutes. Benvingudes i Soyez les benvinguts a aquest bienvenus. acte Soyez les de bienvenus reconeixement. Avui à parlem cette rencontre dans le salvar la cadre de vida, la salvar Biennale de un la món pensée et salvar la vida, préserver la l'evolució vie, d'un planeta une compartit, réflexion sur un llibre comment intel·ligent i la dona préserver la vie, une anciana. nouvelle Faré illustration una pour une presentació planète partagée. Je breu, vais ben poc faire une temps, présentation très dada brève que parce qu'on a très peu de temps et pensant on en veut le aquesta profiter au trobada. maximum pour réfléchir sur cette La Corinne question de Pelluchon façon és collective. filòsofa Corinne i Pelluchon est professora philosophe et professeure d'Universitat de Paris Est philosophie à l'Université de Nord-Orient. Paris-L'Est. És Elle especialista en est filosofia spécialiste política dans le i domaine de la aplicada, philosophie politique et l'éthique especialment en appliquée, bioètica, surtout dans le filosofia del domaine de medi la bioéthique, la i philosophie de l'antropologia. l'environnement et la politique de I l'animalisme. Marta Sagarra Marta és Segarra, professora de sa part, elle est d'investigació al professeure de CNRS a recherche França au també, en CNRS el en France, Laboratori d'Estudis dans de les la laboratoires Sexualitat, de però genre et també la coneixem sexualité. molt bé aquí a Elle est aussi Barcelona connue perquè ici à ella ha Barcelone estat parce com a qu'elle a especialista en été estudis de gènere a experte dans le l'Institut domaine du Aladí genre et elle est elle fait toujours ADU partie du Teoria, groupe de Gènere i recherche Sexualitat. ADUC de l'Université de Moltes Barcelone sur la gràcies théorie, le per genre et la acceptar la sexualité. paraula i Je leur donne la parole directement. Merci. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais présenter brièvement une réflexion sur les Lumières aujourd'hui. Alors, le totalitarisme nazi, le stalinisme, la possibilité d'une apocalypse nucléaire, les menaces du changement climatique, l'érosion de la biodiversité ont sonné le glas de l'idéal du progrès de la civilisation par la raison. La raison n'est plus perçue comme un guide infaillible puisqu'elle peut soutenir les entreprises les plus barbares. Cette éclipse des Lumières a provoqué un vide moral après la chute notamment du mur de Berlin et l'effondrement du communisme qui ont laissé la place au marché. Quant à l'universalisme, attaqué à juste titre par le postmodernisme, féministe, postcoloniaux, il est devenu suspect. Les féministes et les postcoloniaux n'ont cessé de dénoncer le faux universalisme des Lumières qui imposait un point de vue partiel en s'abritant derrière de prétendus principes généraux pour défendre un ordre finalement patriarcal et impérialisme. Ces critiques-là, donc du postmodernisme, que je distingue des anti-lumières, ces critiques-là doivent être prises au sérieux au lieu d'invoquer de manière défensive un modèle d'intégration des Lumières qui a eu ses mérites dans le passé, mais qui doit évoluer pour s'adapter à la diversité des cultures et aux défis actuels. La question, c'est comment défendre les Lumières après l'éclipse des Lumières et pourquoi les défendre. Alors, selon moi, l'héritage des Lumières n'est pas à jeter, à rejeter totalement. Cependant, la question est de savoir comment penser un universalisme qui ne soit pas aveugle aux différences ni hégémonique. Et en même temps, nous avons besoin de principes universalisables pour répondre aux défis climatiques. Nous avons besoin de points communs par-delà nos divergences pour mettre l'économie au service du vivant et lutter contre les anti-lumières, qui sont une structure intellectuelle associée à un projet politique opposé aux Lumières. Et aujourd'hui, les anti-lumières sont bruyantes, même en Europe, avec la montée des nationalistes, des partis d'extrême droite, la xénophobie, la haine de la raison, qui est une arme politique pour imposer un ordre hiérarchique et théocratique fondé sur des préjugés essentialistes qui commandent l'assujettissement d'une partie de l'humanité par une autre. Donc, déjà, la lutte contre les anti-lumières est une raison pour repenser les Lumières et pourtant, il faudra accepter les critiques adressées par les postmodernes au faux universalisme des Lumières passées. Pour moi, on ne peut pas se satisfaire seulement de coutumes et de valeurs qui sont relatives à une culture. Mais on ne va pas parler de principes qui renverraient à des valeurs, mais plutôt, en s'appuyant sur la phénoménologie, on peut dégager des structures d'existence qui sont enracinées dans la condition humaine, pas dans la nature humaine, ni dans les valeurs qui sont toujours relatives à une culture. C'est pourquoi j'ai proposé de livre en livre une phénoménologie de la corporéité. Quand on prend au sérieux notre corps, notre vulnérabilité, notre passivité, la fatigue, la douleur, la souffrance psychique, mais aussi la dépendance à l'égard de la nature et des autres, humains et non humains, donc la dépendance aux écosystèmes, aux éléments, aux aliments, à l'eau, à la nourriture,
Quand on prend au sérieux donc la corporéité, eh bien, on a une réflexion sur la condition humaine qui est très différente de celle qu'on avait dans l'universalisme des Lumières passées, qui était associé à une réflexion sur la liberté, sur l'esprit, finalement sur la condition humaine pensée presque exclusivement comme étant définie par la liberté, la volonté, etc. Penser notre condition charnelle et terrestre redonne du sens à l'idée de l'unité de l'humanité, tout en reconnaissant la diversité des cultures et des existences, les animaux étant d'autres existences, comme dit Merleau-Ponty, qui configurent le monde. Il y a un seul monde, une seule humanité et diverses manières culturelles et autres culturelles de penser le monde. Il s'agit aussi de reconstruire l'association politique à partir d'un sujet vulnérable et relationnel, c'est-à-dire un sujet qui, dès qu'il se nourrit, qu'il mange, ou qu'il vit quelque part, est toujours en relation avec les autres humains et avec les animaux. Quand je mange, j'ai toujours un impact sur les humains et sur les animaux. Quand j'habite quelque part, je prends de la place, j'ai toujours un impact sur les autres humains et animaux. L'éthique commence par ce que je mange et la manière dont j'utilise les ressources ou nourriture. Quand on fonde l'association politique sur la condition charnelle et terrestre, sur une existence pensée dans sa matérialité, l'écologie, pensée comme sagesse de l'habitation de la Terre et la justice envers les générations futures et les animaux deviennent de nouvelles finalités de l'État qui s'ajoutent à la réduction des inégalités et à la coexistence entre nos libertés individuelles. On voit qu'avec la description de l'existence prise dans sa matérialité, on fait surgir des structures, pas des valeurs, mais qui ont un potentiel normatif considérable pour repenser un contrat social où l'écologie va être au cœur du politique. Et chacun peut reconnaître la validité de ces structures d'existence qui mettent en avant la centralité de l'écologie, conçue, encore une fois, comme sagesse de notre habitation de la Terre et de notre cohabitation avec les autres vivants. Cependant, même si ces principes donc, sont universalisables, leur application est contextualisée et soumise à discussion. Les politiques publiques ne peuvent être en effet le produit d'un raisonnement arrogant qui cherche à imposer des conceptions figées du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de manière verticale et homogène, comme on l'a fait dans le passé avec ce faux universalisme des Lumières passées. L'universalisme à construire, il est un universalisme en contexte et il est latéral. C'est Merleau-Ponty qui employait cette expression d'universalisme latéral, Merleau-Ponty qui a développé une phénoménologie du vivant où les animaux, les différentes cultures dévoilent chaque fois une couche du vécu. Il y a un monde, mais il est vu de manière partielle à chaque fois. Et finalement, c'est ça, cette richesse, cette diversité, cette altérité qui est prise au sérieux. Et c'est donc une raison qui n'est pas homogène, ni aveugle aux différences, ni hégémonique. L'héritage des Lumières, pour être plus précise, tient à aussi l'importance de principes fondamentaux qu'on peut réaffirmer. Bien sûr, les Lumières ne sont pas réduites à un corpus. C'est, Michel Foucault le disait, une attitude consistant à regarder le présent et à voir quels sont les défis et les dangers du présent pour agir sur l'avenir. Mais il y a quand même des invariants. Il y a une structure quand même, il y a un projet de société qui tient à 4 principes. La valeur inestimable de la liberté de penser, l'autonomie, penser comme capacité à instituer du sens, à être la source des normes. C'est l'idée qu'on peut prendre en main son destin au lieu de croire que l'organisation sociale et politique est fondée sur la religion, sur l'hétéronomie, sur des règles ancestrales jugées indiscutables. Bien sûr, cette autonomie doit être pensée à la lumière de la vulnérabilité, de l'interdépendance et de la condition terrestre, de la matérialité de notre existence, de notre dépendance à l'égard des éléments des écosystèmes,
Donc on prend un principe classique, mais on le repense dans son contenu. Deuxième principe, la démocratie, qui est la traduction politique de cet idéal d'autonomie. C'est la volonté de construire une société d'égaux. Et cela conduit à penser une société plus inclusive aujourd'hui, ouverte aux différences, et définie par le pluralisme. La démocratie devrait permettre l'expression de revendications contradictoires, la confrontation de positions divergentes et favoriser notre capacité, malgré tout, à trouver des pistes communes ou des accords en dépit de nos désaccords afin d'instituer a posteriori le bien commun. C'est en particulier important pour les sujets qui m'intéressent, à savoir la justice envers les animaux et l'écologie. Enfin, le troisième principe, qui est l'unité de l'humanité, qui est un principe fort, qui s'exprimera dans les droits de l'homme et qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle il y aurait une incompatibilité entre les cultures, et cela va à l'encontre des projets xénophobes, racistes, nationalistes. Cependant, l'humanisme d'aujourd'hui, s'il a un sens, il doit se démarquer de l'humanisme du passé, dont Claude Lévi-Strauss, mais également Derrida, avaient montré qu'ils étaient fondés sur l'arrogance, sur le dualisme nature-culture, sur la séparation radicale entre humains et autres vivants qui ouvrait, dit Claude Lévi-Strauss dans Anthropologie structurale, un cycle maudit, car cet humanisme fondé sur l'amour-propre et violent, sur des critères élitistes, sur le seul logos, eh bien, conduirait à n'accorder qu'à une minorité de plus en plus restreinte d'humains le privilège d'être traité avec respect. En d'autres termes, pour reconnaître l'égale dignité de chaque personne, tout en prenant en compte les intérêts des autres espèces et des animaux au niveau individuel, ainsi que le droit des générations futures à jouir d'un environnement sain, il importe de promouvoir un humanisme de l'altérité, de la diversité. Mais l'humanisme suppose qu'on pense les changements structurels, les changements écologiques et économiques en partant de l'humain, avec l'idée qu'on articule une philosophie de l'existence à l'écologie. Il n'y a pas d'un côté l'écologie, l'éthique animale qui seraient des îlots, puis l'humanisme, non. On souligne l'appartenance, finalement, on souligne l'importance de l'écologie, du rapport aux animaux au cœur de notre existence, parce que nous sommes des êtres matériels qui mangeons, qui respirons, qui avons besoin de prendre de la place, qui construisons des choses et qui avons aussi un impact sur les générations à venir en raison de nos technologies. Enfin, il y a l'idée du cosmopolitisme qui n'est pas non plus homogène, qui accueille la diversité, mais qui pourrait également donner un sens à un projet européen qui soit différent de celui que nous avons et qui réduit un petit peu l'Europe à un marché ou à des échanges culturels. Donc le renforcement des principes hérités des Lumières passe paradoxalement par la remise en cause de leurs fondements dualistes et anthropocentristes. C'est donc une opération paradoxale qui consiste à revisiter l'héritage des Lumières aujourd'hui à la lumière de questions comme les questions écologiques ou le rapport aux animaux qui sont souvent associées à une critique des Lumières mais caricaturale et en tout cas, c'est l'idée qu'on pense une émancipation possible, mais en critiquant les fondements dualistes, anthropocentristes et le faux universalisme des Lumières passées. Néanmoins, il faut prendre au sérieux le fait que dans le passé, les Lumières ne nous ont pas protégés contre la barbarie. La raison s'est inversée en irrationalité. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu un dévoiement de la raison qui a donné naissance à un rationalisme instrumental, mais cela s'est opéré après le XVIIIe siècle, car chez Kant, chez Rousseau, au XVIIIe siècle, la raison est encore l'organe de l'universel, ce qui nous rapproche. Le rationalisme instrumental, dont on ne doit pas avoir une lecture anhistorique, qui est liée aux conditions matérielles d'existence, au capitalisme, explique pourquoi la raison est prise dans les raies de la domination, qui est, disent Adorno et Horkheimer, une triple domination. La domination des autres, humains, la domination de la nature à l'extérieur de nous et la domination de la nature à l'intérieur de nous. Cela m'intéresse énormément. La répression de notre nature,
de notre condition charnelle et vulnérable est le lien, le point fort, le cœur de la domination. La répression de notre condition mortelle et vulnérable explique notre propension à exercer notre pouvoir sur les autres. Cela explique notre attitude prédatrice à l'égard de la nature et cela explique en partie la réification des animaux, de ceux dont on dit qu'ils sont bons à être mangés et dont la mort ne serait pas considérée comme un meurtre. Cette répression de notre condition mortelle et de ce que nous avons en commun avec les animaux explique l'agressivité à l'égard des êtres associés au corps, c'est-à-dire à une partie de nous-mêmes que nous rejetons. Ainsi, la domination s'enracine de manière plus originaire, selon moi, au rejet de notre vulnérabilité. Il y a donc une amputation de la raison qui est plus ancienne que celle dont parle Adorno Horkheimer en parlant du rationalisme instrumental. Cette amputation de la raison est liée à la séparation de la civilisation et de la nature. Peut-être est-elle propre à la civilisation occidentale. En tout cas, c'est ce vice qu'il faut éradiquer pour sortir de ce que j'appelle le schème de la domination. Pour moi, un schème est un principe, un dispositif dynamique, une matrice constituée de l'ensemble des représentations qui guident nos choix économiques et politiques, déterminent nos désirs et nos comportements et colonisent notre imaginaire. Le schème de notre société est le schème de la domination. Il transforme tout, l'agriculture, l'élevage, la politique, le travail, en une sorte de guerre et explique la compétition permanente entre nous. Parler de schème de la domination était pour moi une manière d'aller plus loin dans la critique du capitalisme, qui est pourtant l'expression de ce schème de domination à notre époque. Mais il fallait comprendre pourquoi le capitalisme, qui est plus qu'un système économique, perdure malgré ses contre-productivités sociales et écologiques. Donc c'est un métaconcept, le concept de schème de domination, qui fait lien entre des phénomènes très différents, bureaucratisation, exploitation illimitée de la nature et du vivant, capitalisme, mais qui ont au point commun justement d'exercer un contrôle, une domination. Quant à l'écologie, elle ne peut pas être réduite à sa dimension environnementale associée à la lutte contre le réchauffement climatique, mais conçue comme sagesse de notre habitation de la Terre, pensée à la lumière d'une philosophie de l'existence, elle a une dimension sociale et aussi existentielle, et une force émancipatoire majeure. Elle implique notre capacité à partager les ressources ou les nourritures avec d'autres et signifie que nous comprenons que nous faisons partie d'une communauté plus large qui regroupe d'autres espèces et va beaucoup plus loin donc que notre communauté historique. L'écologie implique la destitution du schème de la domination. Elle suppose d'accepter nos limites, notre dépendance, notre fragilité, notre finitude. Dans sa profondeur, l'écologie implique une révolution anthropologique et suppose de prendre conscience non seulement de nos interdépendances, mais également de notre appartenance à un monde plus vieux, plus vaste que nous, qui nous accueille à notre naissance, devrait survivre à notre mort individuelle et qui est composé de l'ensemble des générations, mais également du